La célébrité et le succès ne peuvent pas nous protéger des épreuves les plus dures de la vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 histoires réelles de célébrités noires qui ont perdu la vie de manière tragique. Bien que leur vie ait été marquée par de grandes réalisations, leurs fins ont été bouleversantes. Rejoignez-nous pour rendre hommage à ces étoiles et revenir sur les circonstances déchirantes de leur décès. Nous sommes le 1er avril 1984, une date souvent associée aux plaisanteries. Mais pour les amateurs de musique, elle est devenue un moment déchirant. La légende de la soul, Marvin Gaye, a perdu la vie et le plus choquant, la tragédie est survenue des mains de son propre père, Marvin Gaye Sr. Au début, beaucoup ont cru à un canular du poisson d'avril, mais la vérité s'est rapidement imposée, plongeant le monde dans le deuil de l'un de ses plus grands icônes musicaux. Marvin Pentz Gay Jr., qui avait ajouté un « E » à son nom de famille au début de sa carrière, était connu pour des titres tels que « What's Going On Town, Let's Get It On » et « Sexual Healing ». Son talent en avait fait une star mondiale, mais sa vie personnelle était loin d'être idyllique. Une grande partie de ses difficultés provenait d'une relation tendue avec son père, relation qui a finalement conduit à une issue tragique. Fin 1983, Marvin est retourné vivre chez ses parents à Los Angeles pour s'occuper de sa mère, Alberta, qui se remettait d'une opération. À ce moment-là, son père avait également réintégré le foyer familial. Marvin Gaye Sr., un prédicateur aux opinions religieuses strictes, avait une personnalité complexe. Connu pour son comportement colérique, il luttait également contre l'alcoolisme et l'infidélité conjugale, ce qui contribuait à créer une atmosphère familiale tendue. L'enfance de Marvin Jr. avait été marquée par une discipline rigoureuse et des conflits constants avec son père. Malgré leur passé tumultueux, Marvin Jr. aspirait à une réconciliation. Il confiait à ses amis qu'il espérait faire la paix avec son père, mais leurs différends étaient profondément enracinés. Gaye Sr., selon certains témoignages, jalousait la célébrité et la richesse de son fils, ainsi que le bouleversement des dynamiques familiales qui en résultaient. Pour Marvin Jr., ces tensions domestiques s'ajoutaient à ses propres combats. Malgré un retour en force grâce à son album Midnight Love en 1982 et au succès de Sexual Healing, Marvin luttait contre une grave addiction aux drogues, la dépression et la paranoïa. Dans les jours précédant le 1er avril, les tensions à la maison s'étaient intensifiées. Ce matin-là, une dispute éclata entre les parents de Marvin au sujet d'une question d'assurance. Marvin intervint pour défendre sa mère, la confrontation dégénéra et Marvin aurait bousculé et frappé son père. Cet acte déclencha une chaîne d'événements tragiques. Selon Alberta, la mère de Marvin, ce dernier avait frappé son père, ignorant ses tentatives pour calmer la situation. Enragé, Gaye Sr. quitta la pièce, récupéra une arme à feu, un revolver que Marvin lui avait offert et revint. Sans prononcer un mot, il tira sur Marvin, le touchant en pleine poitrine et le blessant mortellement. Un second tir suivit, bien que le premier ait suffi à lui ôter la vie. Marvin s'effondra au sol sous les yeux horrifiés de sa mère. Transporté à l'hôpital, il fut déclaré mort à 13h01, la veille de son 45e anniversaire. La nouvelle dévastatrice ébranla sa famille et le monde de la musique. Gaye Sr. fut arrêté et inculpé. Cependant, le tribunal prit en compte la dynamique familiale, notamment les luttes de Marvin Jr. et les blessures que Gaye Sr. avait subies pendant leur altercation. Finalement, Gaye Sr. plaida nolo contender, pas de contestation, à l'accusation d'homicide volontaire. Il reçut une peine avec sursis et une mise à l'épreuve. Il passa le reste de ses jours dans une maison de retraite où il s'éteignit en 1998. L'impact sur la famille de Marvin fut profond. Alberta, incapable de pardonner à son mari, demanda le divorce peu après l'incident. Pendant ce temps, le monde de la musique pleurait la perte de Marvin. Des milliers de fans et d'artistes, dont Stevie Wonder et Smokey Robinson, assistèrent à ses funérailles. Diana Ross dédia plus tard une chanson en hommage à sa mémoire. La musique de Marvin Gaye continue d'inspirer des générations. Ses chansons abordaient des sujets complexes comme l'injustice raciale, les préoccupations environnementales et les luttes personnelles. Des albums comme What's Going On demeurent des chefs-d'œuvre intemporels qui ont brisé les barrières dans le monde de la musique. Bien que sa vie ait pris fin de manière tragique, l'héritage de Marvin Gaye perdure. Son histoire reflète les défis des luttes personnelles et familiales, mais sa musique nous rappelle son incroyable talent et la profondeur émotionnelle qu'il a apportée au monde. Le 11 décembre 1964, le monde de la musique fut bouleversé par la mort de Sam Cooke, le roi de la soul. À seulement 33 ans, Cooke fut retrouvé mort au Hacienda Motel dans le sud de Los Angeles.
Connu pour ses succès intemporels comme You Send Me et A Change Is Gonna Come, Cook n'était pas seulement une légende musicale, mais également une voix importante du mouvement des droits civiques. Sa mort laissa ses fans le cœur brisé et plein de questions. Les événements débutèrent dans la soirée du 10 décembre 1964, lorsque Cook se trouvait à Martoni's, un restaurant populaire de Hollywood. Il avait sur lui 5 000 $ en espèces provenant de récents concerts et semblait de bonne humeur. Pendant la soirée, il rencontra une jeune femme de 22 ans, Elisa Boyer, qui allait jouer un rôle clé dans les événements tragiques de la nuit. Après avoir quitté Martoni's, Cook et Boyer se rendirent au nightclub Pages. Boyer déclara que la soirée avait pris une mauvaise tournure lorsque Cook s'était énervé après qu'un autre homme lui ait parlé. Cook et Boyer quittèrent le club dans sa Ferrari rouge, mais au lieu de la raccompagner chez elle, il conduisit jusqu'au Hacienda Motel, à environ 15 miles de là. Il s'enregistra sous le nom de Monsieur et Madame, un détail qui sera plus tard largement scruté. Dans la chambre du motel, Boyer affirma par la suite que Cook était devenu agressif. Craignant pour sa sécurité, elle dit avoir attrapé ses affaires, emportant par erreur les vêtements et l'argent de Cook et s'être enfuie. Elle courut jusqu'à une cabine téléphonique pour appeler la police, affirmant avoir été retenue contre sa volonté. Pendant ce temps, Cook, vêtu uniquement d'un veston de sport et d'une chaussure, se rendit au bureau du motel à la recherche de Boyer. Bertha Franklin, la gérante du motel, déclara que Cook avait frappé violemment à la porte du bureau, exigeant de savoir où était Boyer. Franklin affirma que Cook avait forcé l'entrée et l'avait saisi. Craignant pour sa vie, elle dit avoir tiré sur lui 3 fois, une balle le touchant à la poitrine et le tuant. Lorsque la police arriva, le corps de Cook se trouvait dans le bureau de Franklin. Son taux d'alcoolémie était rapporté à 0,16, soit 2 fois la limite légale pour conduire. Les 5 000 $ qu'il avait sur lui plus tôt avaient disparu. Et le sac à main de Boyer, retrouvé à proximité, ne contenait que 20 $. L'affaire fut classée comme de la légitime défense, soutenue par les témoignages de Franklin et Boyer, toutes deux ayant passé des tests au détecteur de mensonges. Cependant, beaucoup doutèrent de leur récit. Lors des funérailles de Cook, la chanteuse Etta James observa des blessures graves sur son corps qui, selon elle, ne correspondaient pas aux affirmations de Franklin sur la légitime défense. Elle nota des traumatismes importants à la tête et des blessures aux mains. De plus, certains clients du motel rapportèrent n'avoir entendu ni coup de feu ni bruit violent. D'autres questions surgirent à propos de l'arme utilisée par Franklin. La police releva des incohérences entre le calibre de la balle qui tua Cook et le type de revolver que Franklin possédait. La crédibilité de Boyer fut également remise en question lorsqu'elle fut plus tard arrêtée pour prostitution et condamnée dans une autre affaire impliquant un décès. Certains pensaient que la mort de Cook n'était pas accidentelle, mais faisait partie d'un complot. En 1964, Cook avait acquis un pouvoir considérable dans l'industrie musicale, possédant son propre label et sa société d'édition. Un accomplissement rare pour un artiste noir à l'époque. Cette indépendance aurait pu représenter une menace pour certains, notamment son manager, Allen Klein, qui contrôlait une grande partie des finances de Cook. D'autres pointèrent les tensions raciales. En tant qu'activiste pour les droits civiques, Cook avait refusé de se produire dans des lieux ségrégés, ce qui aurait pu faire de lui une cible. Certains suggérèrent même que les forces de l'ordre ou d'autres groupes opposés à son influence pourraient avoir été impliqués. Même des décennies plus tard, de nombreuses questions restent sans réponse. Pourquoi Cook, un homme riche et célèbre, se trouvait-il dans un motel aussi modeste? Qu'est-il arrivé à son argent? L'enquête a-t-elle été influencée par les préjugés de l'époque? Malgré sa mort tragique, l'héritage de Sam Cooke perdure. Sa musique et son combat pour la justice continuèrent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Bien que la vérité complète ne soit peut-être jamais révélée, la voix de Cooke reste un puissant rappel de son impact sur l'histoire. Le 26 janvier 2020, un dimanche matin paisible dans le sud de la Californie, un hélicoptère Sikorsky S-76 décolla de l'aéroport John Wayne, dans le comté d'Orange, à 9h06. À son bord se trouvaient 9 passagers, dont l'icône du basketball Kobe Bryant et sa fille de 13 ans, Gianna. Ils se rendaient à un match de basketball à la Mamba Sports Academy à Thousand Oaks, un trajet familier pour ce duo père-fille. Parmi les passagers se trouvaient John Altobelli, sa femme Kerry et leur fille Alyssa, coéquipière de Gianna. Étaient également présents Peyton Chester et sa mère Sarah, ainsi que Christina Moser, une entraîneuse de basketball. Le vol était assuré par Ara Zobayan, un pilote expérimenté qui volait régulièrement pour Kobe. Kobe Bryant utilisait fréquemment des hélicoptères pour éviter les embouteillages de Los Angeles. Le Sikorsky S-76, réputé pour sa fiabilité, était son modèle préféré. Cependant, ce jour-là, les conditions météorologiques étaient loin d'être idéales.
Une épaisse brume couvrait la région et la police de Los Angeles avait immobilisé ses hélicoptères. Malgré ces conditions, le vol fut maintenu. Au départ, tout semblait se dérouler sans problème. L'hélicoptère monta régulièrement et prit la direction nord-ouest en direction de Thousand Oaks. À 9h30, près de Glendale, Ara Zobayan contacta le contrôle aérien de l'aéroport de Hollywood Burbank. Il demanda et obtint l'autorisation de voler sous des règles spéciales de vol à vue, lui permettant de naviguer dans une visibilité réduite en s'appuyant sur ses repères visuels. Les contrôleurs l'avertirent des mauvaises conditions et conseillèrent de maintenir l'altitude, signalant que l'hélicoptère était trop bas pour être suivi par radar. Pendant 15 minutes, l'hélicoptère tourna autour de Glendale, probablement en attente d'une autorisation. Vers 9h40, il se déplaça vers l'ouest le long de l'autoroute 101, un point de repère courant pour les pilotes par temps brumeux. Puis, de manière inattendue, l'hélicoptère vira au sud-est en direction des collines de Calabasas. Les données de vol montrèrent une montée soudaine de 1200 pieds à plus de 2000 pieds, atteignant une vitesse de 161 nœuds, environ 185 miles par heure. Les experts pensent que Zobayan essayait probablement de survoler les collines enveloppées de brouillard. Tragiquement, quelques instants plus tard, l'hélicoptère amorça une descente rapide de plus de 4000 pieds par minute. À 9h45, il s'écrasa sur une colline, provoquant un impact dévastateur qui dispersa les débris sur une vaste zone. Les habitants des environs entendirent le crash. Colin Storm, un résident proche, décrivit un faible bourdonnement d'hélicoptère, suivi d'un bruit de raté, puis d'un fort boom. Les secours arrivèrent rapidement sur les lieux, mais le terrain difficile compliqua leurs efforts. Les 9 personnes à bord furent confirmées décédées. La nouvelle de l'accident se propagea rapidement et des fans se rassemblèrent au Staples Center où Kobe avait marqué l'histoire en tant que star des Los Angeles Lakers. Les hommages affluèrent du monde entier, des athlètes, des célébrités et des fans exprimant leur chagrin. Le National Transportation Safety Board, NTSB, la Federal Aviation Administration, FAA, et le FBI lancèrent des enquêtes. Les premières spéculations pointèrent la brume dense comme facteur majeur. Les enquêteurs découvrirent que Zobayan, pilote chevronné avec plus de 8000 heures de vol, avait probablement été désorienté dans le brouillard. Ce phénomène, appelé désorientation spatiale, fait perdre aux pilotes leur sens de l'orientation. Zobayan aurait pu croire que l'hélicoptère montait alors qu'il descendait. Une analyse approfondie confirma que le Sikorsky S-76 était en excellent état, sans problème mécanique. Les enquêteurs écartèrent une défaillance moteur, soulignant la fiabilité de cet aéronef à 2 moteurs. L'accident fut classé comme un vol contrôlé contre le terrain, un incident où un aéronef opérationnel est piloté accidentellement vers le sol à cause d'une erreur humaine. L'absence de boîte noire compliqua l'enquête, mais les preuves montrèrent une montée brutale suivie d'une descente née en avant dans la colline. La cause du décès des 9 victimes fut déterminée comme étant des traumatismes dus à l'impact. Vanessa Bryant, la femme de Kobe, poursuivit le comté de Los Angeles en justice après la diffusion non autorisée de photos graphiques du site du crash. Elle obtint un règlement de 28,85 millions de dollars, tenant les responsables de cette atteinte à la vie privée. Cet incident tragique souleva des questions sur les décisions prises ce jour-là. Pourquoi Zobayan s'appuya-t-il sur la navigation visuelle dans de telles conditions? L'annulation du vol, comme pour d'autres appareils ce matin-là, aurait-elle pu éviter la tragédie? Kobe Bryant était bien plus qu'une star du basketball. Il était un père dévoué, un mari aimant et une source d'inspiration pour des millions de personnes. La perte de toutes les personnes à bord a profondément marqué leur famille et leur communauté. Bien que les enquêtes aient fourni des réponses, les derniers instants restent un mystère troublant. Cet événement dévastateur rappelle à quel point la vie peut changer rapidement, même dans des circonstances apparemment maîtrisées. Il souligne l'importance de la prudence et de la sécurité dans l'aviation. Le 17 septembre 1970 à Londres, en Angleterre, Jimi Hendrix, souvent considéré comme l'un des plus grands guitaristes de l'histoire, séjournait avec sa petite amie Monica Danman dans son appartement situé au Samarkand Hotel à Notting Hill. Hendrix avait 27 ans et se trouvait au sommet de sa carrière. Tragiquement, cette nuit serait sa dernière. La soirée avait commencé par une réunion chez des associés professionnels d'Hendrix. Après avoir socialisé, le couple retourna à l'appartement vers 3 heures du matin. Se sentant agité et troublé, Hendrix prit des somnifères pour tenter de se détendre. Une décision qui, bien qu'en apparence anodine, s'avéra fatale. Le lendemain matin, Danman trouva Hendrix inconscient. Sa respiration était laborieuse et son visage était couvert de vomi.
Elle appela une ambulance qui arriva à 11h27. Les ambulanciers constatèrent que ses voies respiratoires étaient complètement obstruées, ce qui indiquait qu'il était resté inconscient pendant plusieurs heures. Transporté en urgence à l'hôpital St. Mary Abbott de Kensington, il fut déclaré mort à 12h45 le 18 septembre 1970. L'autopsie révéla qu'Hendrix était mort d'asphyxie après s'être étouffé avec son vomi. Il avait consommé 9 comprimés de Vesparax, un somnifère, soit une dose largement supérieure à celle recommandée. Combinés au vin qu'il avait bu plus tôt, les somnifères avaient provoqué une réaction mortelle. Sa mort fut officiellement classée comme une overdose accidentelle, bien que les circonstances aient laissé place à des spéculations. Né James Marshall Hendrix le 27 novembre 1942 à Seattle, dans l'État de Washington, Hendrix montra très tôt une passion pour la musique. Son père se souvenait de son jeune fils mimant de la guitare avec un manche à balai. À l'âge de 11 ans, il obtint sa première vraie guitare et rejoignit un groupe 2 ans plus tard. Bien qu'introverti dans sa jeunesse, son talent et son charisme devinrent vite évidents. Après avoir abandonné le lycée, Hendrix rejoignit l'armée américaine, mais il ne renonça jamais à son rêve musical. Pendant son service, il forma un groupe appelé les King Casuals. Après avoir été honorablement démobilisé, il commença à tourner avec des artistes connus comme Little Richard. Son style innovant et son talent brut attirèrent l'attention, ouvrant la voie à sa carrière solo. La grande opportunité d'Hendrix survint en 1966, lorsque Chas Chandler, ancien bassiste des Animals, le présenta à la scène musicale britannique. Là, Hendrix forma le groupe The Jimi Hendrix Experience, qui devint rapidement célèbre grâce aux compétences inégalées du guitariste et à ses performances électrisantes. Il était un pionnier, utilisant des effets comme la pédale wah-wah et la distorsion pour créer un son unique. L'un des moments les plus emblématiques d'Hendrix fut son interprétation de The Star Spangled Banner au festival de Woodstock en 1969. Son utilisation du feedback et de la distorsion donna une version révolutionnaire de l'hymne. Des titres comme Purple Haze et All Along the Watchtower confirmèrent son statut de légende. Malgré sa célébrité, Hendrix était confronté à des luttes personnelles. Le surmenage et le stress l'empêchaient souvent de dormir. En 1969, il fut accusé de possession de drogue à Toronto, mais il fut acquitté. Bien qu'il ait reconnu consommer des substances comme la marijuana et le LSD, il nia toute implication avec des drogues plus dures. Sa nature libre et créative entrait souvent en conflit avec les exigences de l'industrie musicale. La veille de sa mort, Hendrix confia à un ami son désir de se séparer de son manager Michael Jeffery. Certains considèrent cette conversation comme importante car Jeffery aurait souscrit une assurance vie de 2 millions de dollars sur Hendrix. Des années plus tard, des allégations émergèrent, suggérant que Jeffery aurait été impliqué dans sa mort. Un ancien roadie, James Tappy Wright, prétendit que Jeffery avait forcé Hendrix à ingérer des somnifères et du vin. Cependant, ces accusations manquent de preuves concrètes et le verdict officiel de mort accidentelle n'a jamais été remis en question. La disparition d'Hendrix le fit rejoindre le tristement célèbre Club des 27, désignant les artistes talentueux morts à l'âge de 27 ans, comme Janis Joplin et Kurt Cobain. Sa mort laissa ses fans se demander ce qu'il aurait pu accomplir s'il avait vécu plus longtemps. Même après sa mort, l'influence d'Hendrix sur la musique reste incontestable. Ses techniques révolutionnaires continuent d'inspirer des artistes comme Paul McCartney, Eric Clapton et Kirk Hammett de Metallica. Son héritage demeure une force indélébile dans l'histoire du rock. Les questions sans réponse entourant la mort d'Hendrix ne font qu'accentuer son aura mystérieuse. Sa mort était-elle réellement accidentelle ou y avait-il autre chose derrière? Qu'aurait pu offrir Hendrix au monde s'il avait vécu plus longtemps? Ces interrogations persistent, mais une chose est sûre, Jimi Hendrix a changé la musique à jamais, laissant un héritage qui résonne encore aujourd'hui. Le 11 février 2012, à Beverly Hills en Californie, Whitney Houston, légendaire chanteuse et actrice, séjournait au Beverly Hilton Hotel. Âgée de 48 ans, elle avait vendu plus de 200 millions de disques à travers le monde et était connue pour ses hits emblématiques tels que « Je t'aimerai toujours ». La voix puissante de Whitney et son influence ont marqué l'industrie musicale, inspirant des artistes comme Mariah Carey, Beyoncé et Jennifer Hudson. Mais ce jour-là, le monde a perdu l'une de ses étoiles les plus brillantes. Whitney se préparait à assister à une soirée pré-Grammy organisée par son mentor de longue date, Clive Davis. Cet événement très attendu était un moment qu'elle attendait avec impatience. Cependant, une tragédie survint quelques heures avant la fête. Vers 15h30, les secours furent appelés dans sa chambre d'hôtel où elle fut retrouvée inconsciente dans la baignoire.
Malgré les tentatives de réanimation, Whitney fut déclarée morte à 15h55. L'annonce soudaine de son décès bouleversa le monde. Les fans et les artistes furent dévastés. Surnommée The Voice, Whitney avait apporté une contribution monumentale à la musique et sa perte fut profondément ressentie. Dans les jours qui suivirent, le médecin légiste conclut à une noyade accidentelle, citant une maladie cardiaque et des substances présentes dans son organisme comme facteurs contributifs. Lorsque les secouristes arrivèrent, c'est son assistante, Mary Jones, qui avait trouvé Whitney inconsciente dans la baignoire. Le rapport mentionnait des éraflures mineures sur son front et son nez, ainsi que d'autres détails physiques. L'eau de la baignoire, encore chaude 6 heures après son décès, indiquait qu'elle était extrêmement chaude au moment où elle s'y était plongée, provoquant des brûlures sur sa peau. Le rapport toxicologique révéla des traces de plusieurs substances dans son organisme, y compris une indiquant une influence au moment de sa mort. Des médicaments contre l'anxiété, les allergies, des relaxants musculaires, ainsi que de la marijuana furent également détectés, bien qu'aucun ne contribua directement à son décès. Les enquêteurs retrouvèrent une cuillère contenant une substance cristalline blanche et un morceau de papier roulé dans la chambre, des objets associés à une consommation de substances. Cependant, aucune trace de méthamphétamine ne fut détectée. La santé de Whitney s'était dégradée au fil des années précédant sa mort, en grande partie à cause de ses luttes personnelles et de ses habitudes qui avaient affecté sa voix et son bien-être général. Quelques détails inhabituels furent relevés dans le rapport. Le permis de conduire de Whitney manquait dans son sac à main et certaines bouteilles de médicaments, provenant de différents médecins, avaient été déplacées et posées sur une table. Un autre détail révéla qu'elle portait une perruque et des prothèses dentaires, probablement à cause de problèmes de santé à long terme. Au fil des années, les problèmes de santé de Whitney étaient devenus visibles. Sa voix, autrefois inégalée, avait changé à cause du tabagisme excessif et d'autres facteurs. Malgré ces défis, son héritage demeurait puissant. Whitney avait atteint des jalons extraordinaires au cours de sa carrière. Entre 1985 et 1988, elle avait enregistré 7 singles consécutifs numéro 1 au Billboard Hot 100. Son influence dépassait largement le cadre de la musique, laissant une empreinte indélébile dans l'industrie. Son décès mit en lumière les défis liés aux luttes personnelles et leur impact, même sur les individus les plus talentueux. Bien que ces batailles aient été bien documentées, elles ont finalement conduit à sa disparition prématurée. Après sa mort, les hommages affluèrent du monde entier. Mariah Carey la qualifia de l'une des plus grandes voix de tous les temps et Oprah Winfrey exprima sa gratitude pour le don qu'avait été le talent de Whitney. Ces messages sincères reflétaient de l'immense amour et le respect que le monde avait pour elle. La vie de Whitney Houston fut un mélange de succès incroyables et de défis personnels. Son influence sur la musique reste inégalée, même si ses luttes rappellent l'importance d'aborder les problèmes personnels. Et si Whitney avait cherché de l'aide plus tôt, son histoire aurait-elle pu prendre une autre direction? Ces questions demeurent alors que nous réfléchissons à sa vie et à son héritage. Son décès reste une perte significative, mais sa musique continue d'inspirer, rappelant son talent extraordinaire. La mort de Whitney, le 11 février 2012, marqua la fin d'un parcours remarquable, mais son héritage perdure. En tant que l'une des plus grandes voix de l'histoire, elle a laissé une empreinte indélébile à travers sa musique et les leçons que nous pouvons tirer de sa vie.